Je voudrais commencer en excusant donc le président de l'université, donc Philippe Auger, qui est en ce moment en déplacement sur Paris. Il vient toujours, hein, quand il est sur Montpellier, trouve toujours un moment pour venir inaugurer ces conférences. Voilà, malheureusement, le timing ne s'y prêtait pas. Et donc, c'est moi qui vais voilà, le remplacer. Et puis, je vais commencer en remerciant très chaleureusement donc, le docteur Bonnet, qui travaille au CHU de Montpellier et qui prend sur le... Vous connaissez tous ces emplois du temps des médecins. Vous avez beaucoup attendu dans leur salle d'attente, n'est-ce pas? Donc, vous savez tous que c'est compliqué, qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Et donc, il nous a fait quand même l'amitié, voilà, de prendre un peu sur son temps, puis son temps aussi entre midi et deux, puisque c'est là qu'on a le plus de monde. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est des conférences qui fonctionnent bien entre midi et deux. Voilà, pour venir nous donner quelques indications donc, sur les régimes restrictifs. Et j'espère que vous avez mangé avant, vous allez manger après, parce que même s'il sera question de régime, voilà, il est quand même important d'avoir des bons repas. Donc vous savez que l'Université de Montpellier organise depuis plusieurs années, dans le cadre de la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap, une conférence grand public. On avait donné la parole, la toute première, à Isabelle Lafont, qui est maintenant la doyenne, qui est devenue la doyenne, bonjour Marie-Hélène, qui est devenue la doyenne de la faculté de médecine. On a eu également Frédéric Venaille qui nous a parlé d'audition, Arnaud Duperron du mal de dos, le professeur Belzaude sur la dépression, le professeur Ducrot sur la migraine et maintenant donc monsieur le docteur Bonnet sur les régimes. Donc, la conférence, vous allez le voir, elle est dans la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap, mais n'est pas non plus totalement liée donc, au handicap. On a souhaité élargir un peu, puisque effectivement, les personnes qui se trouvent dans des situations pathologiques ou de handicap peuvent avoir recours pour améliorer leurs conditions au régime restrictif, mais c'est également le cas donc, dans d'autres situations. On a cité les sportifs de haut niveau, par exemple, hein, qui, pour améliorer leur performance, peuvent essayer voilà, de s'appuyer sur des régimes pour relever les défis. Cette conférence, elle s'inscrit quand même dans un schéma directeur handicap, donc à la fois qui concerne les collègues de l'Université de Montpellier, mais également les étudiantes et les étudiants, donc un schéma directeur qui est bien plus grand et qui a été établi autour de 3 items qu'on a voulu particulièrement positifs. Pour les étudiants, c'était la réussite, la compétence et l'engagement. Donc, c'était vraiment important pour nous d'être dans un vocable positif. Pour les agents, c'est la compétence. Hein, quand quelqu'un est recruté et qu'il a une situation de handicap, il était recruté parce qu'il a des compétences. Et puis, on s'arrange pour aménager son poste de travail. Donc, c'était important de souligner la compétence. Et puis également l'engagement de l'université pour l'inclusion. On a décliné ce schéma en 65 mesures qui sont ciblées et pragmatiques et on essaye de les mettre en œuvre. Et je dis on, quand je dis on, c'est tout le monde, collectivement. On a ici, je vois un chargé de mission d'une composante, hein, donc on fait des choses au niveau central, ça se décline aussi dans les composantes. Et je pense que c'est vraiment voilà, l'affaire de toutes et tous si on veut aboutir à des améliorations. C'est un thème qu'on essaye de porter donc, avec une certaine conviction et qui est inscrit donc, dans notre contrat quinquennal, mais aussi, donc, c'est le contrat quinquennal, c'est le contrat que nous avons avec le ministère, et également dans notre contrat d'objectifs de moyens et de performance, qui est aussi un contrat qu'on a avec le ministère. Donc, on a vraiment mis cette thématique un peu au cœur de notre préoccupation pour essayer de mieux accompagner les étudiantes et étudiants en situation de handicap et les personnels. Plus de 1800 étudiants, plus de 220 personnels. Donc voilà, une belle charge de travail pour tout le monde, mais un vrai plaisir donc, à les accompagner et à faire de notre université une université la plus inclusive possible. Ce n'est pas toujours facile, hein, donc on travaille dessus. Il y a encore des choses voilà, qu'on doit surmonter, mais c'est vraiment voilà, important d'essayer voilà, d'améliorer l'inclusion des personnes en situation de handicap.
Je voudrais remercier donc les directions et services qui participent à l'accompagnement, donc notamment le service de médecine préventive et de promotion de la santé. Je vois qu'il y a une sorte de ligne comme ça, voilà, ils sont présents et je les en remercie. Je voudrais remercier aussi la direction des ressources humaines, hein, qui est aussi très impliquée pour l'inclusion des personnels en situation de handicap. Et bien entendu, la direction Vie des Campus. Donc, vous avez la directrice et la directrice adjointe qui sont présentes ici. C'est cette direction qui porte le schéma handicap directeur handicap pour toute l'université, sachant qu'il y a des actions qui touchent quasiment tous les services, hein. Donc, c'est vraiment voilà, une direction fédératrice de ce point de vue. Remercier donc le service en diversité, et notamment Florian qui est au premier rang et qui a organisé la conférence. Merci Florian, c'est toujours impeccable, voilà ce que tu fais. Donc un très grand merci. Et puis on a également donc juste en second plan, mais néanmoins très important, donc le directeur, le responsable du service, donc Frédéric Achard. On a également, je voudrais citer Mélanie Lepetit et puis Marion, donc qui participe aussi à Galigné, qui participe aussi à l'accompagnement. Je prends un petit peu de temps pour remercier les personnes parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de le faire quand on travaille avec elles quotidiennement. Et donc pour moi, c'est vraiment très important, voilà, de prendre ce temps pour vous remercier chaleureusement, parce que sans vous, on ne pourrait rien faire. Donc un très grand merci à cette direction et aux services qui accompagnent donc les personnes et les étudiants en situation de handicap, y compris dans les composantes. Je voudrais remercier les services logistiques et puis de la communication qui sont présents. On va être enregistré et ça va être consultable. Donc, attention à ce que vous dites, hein, parce qu'après, vous vous retrouvez sur la télé de l'université. Et puis donc également donc la DSIN, la faculté des sciences qui nous accueille aussi dans ces locaux. Donc un grand merci à toutes et tous et puis je vous souhaite une bonne conférence. Merci Madame la Vice-présidente. Quand je vois la liste des personnes précédentes, j'ai une petite charge supplémentaire qui se met du coup pour essayer d'honorer cette suite. Mais je vous en remercie d'autant plus. Et je vous remercie de mettre en question ce topic de la nutrition et des régimes restrictifs, qui est un élément qu'on porte quand on est médecin de la nutrition ou quand on est quand on est soignant de la nutrition au sens large. Donc je suis Jean-Baptiste Bonnet, je suis effectivement chef de clinique au sein du service de nutrition diabète qui est dirigé par le professeur Sultan, et j'ai emprunté un certain nombre de diapositives au professeur Antoine Avignon, parce qu'elles sont de qualité. Vous les reconnaîtrez peut-être si vous avez déjà fait des conférences avec lui. Quelques précautions sur le début. Parler des régimes restrictifs, c'est une notion qui est complexe parce que la nutrition, c'est quelque chose que tout le monde expérimente, et tout le monde expérimente de manière suffisamment bonne pour survivre jusqu'à l'âge qui vous amène dans cette salle. Donc d'une manière ou d'une autre, vous ne faites pas tout n'importe comment, et à partir de là, quand on discute de ce qu'il faut pas faire, mieux faire, moins bien faire, etc., c'est toujours un petit peu complexe quand on se heurte aux expérimentations de chacun. Et quand on fait une conférence sur le sujet, on va nécessairement avoir à un moment donné des caricatures, des simplifications. Et donc, ça sera l'occasion de discuter derrière si vous avez semblé que le propos n'était pas tout à fait juste ou exact dans sa construction. La première question qu'il faut se poser, avant de parler des régimes restrictifs, parce que le problème de parler des régimes restrictifs, c'est que je pourrais vous faire une longue liste à l'après-vert et essayer de déterminer chacun et les détailler. Premièrement, j'en oublierai beaucoup, et peut-être le vôtre. Et puis ensuite, on ne toucherait pas peut-être l'élément essentiel de pourquoi est-ce qu'on fait un régime et où est-ce qu'on où est-ce que cela nous amène. Donc la première question qu'il faut se poser, et je vous demande de prendre quelques instants, quelques secondes en vous pour réfléchir à cette question-là, c'est pourquoi mangez-vous? Pourquoi mangez-vous? On résume souvent dans la question des régimes le pourquoi on mange à la question de je mange pour survivre. S'il y a bien quelque chose, un besoin essentiel qui ne correspond pas à uniquement ce besoin physiologique,
c'est bien la nutrition, et on fait souvent correspondre la nutrition à cette pyramide de Maslow qui va essayer de regarder les besoins physiologiques, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance. Alors dans la nutrition, le besoin d'appartenance, allez manger chez votre grand-mère, et on en reparlera du coup de ce sentiment d'appartenance et de sentiment de plat culturel, de plat familial, hein. Le besoin d'estime, c'est-à-dire par exemple, j'ai fait la cuisine pour ma famille, pour mon groupe social, j'ai organisé un banquet, etc., etc. Et puis la question du besoin de s'accomplir dans des choses qui me dépassent. Et donc, avoir cette conscience-là que toute pensée sur la nutrition et sur une variante de votre nutrition classique va s'inscrire nécessairement dans cette pyramide, et c'est ce que nous verrons tout au long de cette conférence. Et je vous engage à repenser à cette pyramide au fur et à mesure que j'évoque certains sujets. Le premier élément, c'est que la notion de régime, la notion de bonne nutrition, la notion de qu'est-ce que je veux viser a changé avec le temps. Et j'ai un collègue, un confrère qui aime bien montrer cette image, et je la trouve assez juste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que si aujourd'hui on a un problème de question d'obésité, même si j'aime pas trop la représentation en elle-même, mais et avec ce culte du maigre, néanmoins, dans l'histoire de l'humanité, on a quand même plutôt eu des problèmes alimentaires, et encore ça se discute en dehors des périodes de famine, et on a quand même magnifié des personnes en situation d'obésité. Vous pouvez peut-être reconnaître la déesse de, j'ai oublié son nom, mais une déesse préhistorique, c'est issu d'une petite statuette, et qui vont beaucoup parler, avec un gros variant en fonction du genre, chez l'homme beaucoup de la réussite sociale, et chez la femme beaucoup de la fécondité dans une société. Le deuxième élément, et c'est peut-être un élément central dans la compréhension de comment aborder le sujet face à une personne, que l'on soit soignant ou pas, c'est que nous sommes confrontés dans notre société à un culte de la personne maigre. Et je vous mets cette citation, donc bon, c'est sur leur site internet, donc voilà, ils ont fait de la pub comme ça, maintenant ils assument. Donc Vuitton, printemps-été 2009. La demoiselle Vuitton est audacieuse et semble vouloir vibrer en dépit de la mauvaise conjoncture économique. Bon, c'est sûr que la mauvaise conjoncture économique, pour s'acheter du Vuitton, c'est que ça vous touche le dimanche, quoi, hein. À l'image de ces Parisiennes, de l'occupation qui se sont toujours débrouillées pour rester élégantes. Bon, on ne dira pas ce qu'elle faisait, pour rester riche à ce moment-là, bien que vivant au cœur d'une époque de privation. Donc, enfin, je ne pense pas nécessairement parisienne, hein, parisien. Donc, la question de savoir comment est-ce que je me positionne, c'est bourré de clichés. On fait référence à l'occupation, mais qu'est-ce que ça vient faire dans cette histoire? On fait référence à la richesse, etc. Et puis, on montre des mannequins qui, manifestement, ont quand même très probablement un trouble du comportement alimentaire, ou si ce n'est un trouble du comportement alimentaire, au moins un comportement alimentaire troublé. Donc, faire attention à cet élément-là qui est absolument sous-jacent dans toute notre réflexion. Et si vous n'achetez pas nécessairement du Vuitton, vous pouvez acheter du Céline, c'est très joli, mais vous voyez quand même l'utilisation des mannequins qu'ils en font. Donc sur une garde-robe beaucoup plus grand public, on est quand même, enfin je suis désolé, mais je trouve ça scandaleux qu'on valide ce type d'image de publicitaire. Et c'est leur Instagram, hein, ça. Et l'autre élément, c'est qu'à la fois on va magnifier la personne extrêmement maigre, et en même temps, dans nos villes, donc ça c'est bien sûr une ville américaine, on va être badigeonné d'injonctions à manger, et d'injonctions à manger du très gras et du très sucré. Donc ça c'est une ville américaine, et ça c'est une pub française, du coup, pour une marque que vous connaissez bien, et que vous voyez potentiellement soit sur vos pages internet, soit dans la ville, et donc vous-même, vous êtes par contre confronté à cet élément-là. Donc vous devriez ressembler à ça, mais vous êtes confronté à ça. Pourquoi? Je vous engage à réfléchir à la dernière fois où vous avez eu une mauvaise nouvelle au boulot, vous vous êtes engueulé avec votre collègue de bureau ou avec votre conjoint, vous avez raté un examen, qu'est-ce que vous avez mangé ce soir-là? Et généralement, ce n'est pas le moment où on mange une salade grecque. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi je ne mange pas une salade grecque ce jour-là. C'est le jour où on va chercher un burger, c'est le jour où on va aller vers du gras et du sucré pour une raison très simple, c'est que le gras et le sucré est anxiolytique, est hédonique,
et va actionner le circuit de la récompense, qui va donc être absolument central dans notre système. Si vous l'avez expérimenté sur un moment où vous alliez moins bien, une personne qui a des situations difficiles dans sa vie de manière beaucoup plus fréquente va bien évidemment utiliser les mêmes systèmes pour pouvoir essayer de se réguler sur cet élément-là. Et le problème, c'est que c'est un petit peu comme toutes ces drogues, parce que c'est un circuit de la récompense qui est un système de récompense qui équivaut à celui de la cocaïne, etc. C'est bien décrit en neurophysiologie. Eh bien, vous allez avoir besoin de doses de plus en plus fortes, de plus en plus fréquentes pour avoir le même effet, et donc vous allez tendre vers ce genre de choses. Néanmoins, quand je dis que l'alimentation, ce n'est pas nécessairement que... c'est toujours complexe, n'oublions pas quand même que pour nous, l'alimentation, c'est aussi un bon moment en famille, c'est aussi un petit plat qu'on sait préparer, et puis c'est parfois effectivement un bon burger, parce que ça fait du bien. Voilà. Et il ne faut pas se le nier à soi-même. Et on réfléchit tous comme ça, et on ne doit pas enlever aux gens ce moment de famille. Si vous construisez une proposition de soins, ou que la personne se met dans une situation de régime restrictif importante, pour une raison potentiellement extrêmement valable, il faut faire attention à l'altération de tous ces moments qui sont des moments que vous-même vous considérez comme des moments importants et structurants dans votre vie. Et nécessairement, derrière, vous allez les couper de ces éléments-là. Donc effectivement, j'ai un collègue qui dit « je ne déprime pas avec de la salade ». Moi non plus. Un autre élément sur les régimes, c'est que l'alimentation a extrêmement varié au cours du temps et, contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui, l'homme n'est pas né végétarien. Le chasseur-cueilleur, si on regarde dans les fouilles archéologiques, c'est une alimentation qui est une alimentation principalement de chasse, donc avec une alimentation animale extrêmement importante, et puis des végétaux qu'il va trouver tout au long de son chemin dans sa construction. L'homme moderne, ce qu'on dit souvent, l'homme industriel, le passage au monde industriel a conduit à avoir un certain nombre de dérives alimentaires. Mais la première des grandes dérives alimentaires, c'est le passage à l'agriculture. Alors, l'homme s'est très bien construit autour de cette agriculture, mais au moment où il s'est construit sur l'agriculture, il a changé son régime alimentaire pour passer à une alimentation de céréales qui lui a permis d'être beaucoup plus... de construire ses sociétés, ses villages, ses villes, sa structure familiale, etc., etc. Soit dit en passant, c'est le mythe de Prométhée, c'est Adam chassé de l'Éden, je te condamne, Dieu, je te condamne à travailler tous les jours de ta vie, c'est-à-dire qu'au lieu de partir à la chasse, tu vas t'occuper de ton champ. Et ton champ, si tu t'en occupes pas tous les jours, tu n'auras rien et tu mourras. D'accord ? Donc c'est ancré dans nos sociétés et c'est ancré dans nos imaginaires des textes primitifs qui sont à peu près les mêmes dans ce système-là, dans toutes les religions. Ce qui change un petit peu la répartition de l'alimentation, avec beaucoup plus de glucides qu'à l'époque. Donc on dit toujours la place des glucides, etc., mais voilà, ça vient de l'agriculture. Et moins de lipides et moins de protéines. J'y reviendrai. Ce qui veut donc dire que l'homme moderne, tel que vous le voyez, les personnes que vous voyez, elles ont un certain nombre d'aliments sur lesquels l'Homo sapiens ne s'est développé finalement que sur les 10 derniers millénaires. Mais avant ces 10 derniers millénaires, je vous rappelle qu'il y a plus de 3 millions d'années, eh bien, nous ne sommes pas des grands consommateurs de céréales, nous ne faisons pas de pain, nous mangeons très peu de produits laitiers, parce qu'il faut de l'élevage pour ça. Les huiles végétales raffinées, il faut cueillir un certain nombre d'olives, les presser, etc. Donc ce n'est pas quelque chose du chasseur-cueilleur. Et je ne parle même pas de l'alcool, voire même d'un outil extrêmement simple qui est le sel, où il faut pouvoir en trouver l'accès facile pour pouvoir le mettre dans son alimentation, à commencer par la conservation des aliments. Cette diapositive, elle est un petit peu difficile à lire de loin, mais elle va être un petit peu le corollaire de ce que je viens de dire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit souvent « attention, notre alimentation est problématique », on essaye de s'intéresser, c'est une étude qui a essayé de s'intéresser sur savoir quels étaient les éléments dans l'alimentation qui étaient les plus problématiques et qui conduisaient au plus de décès au quotidien dans le monde. Eh bien, le premier élément qui conduit à avoir le plus de décès, c'est l'excès en sel. Ensuite, c'est un régime pauvre en céréales complexes. Ensuite, il y a un régime pauvre en fruits, un régime pauvre en noix, bon bref, voilà, vous m'avez compris.
un régime pauvre en végétaux, etc. Et vous voyez que je n'ai pas encore cité la viande rouge. La viande rouge, elle est là. Alors ça ne veut pas dire que la viande rouge n'est pas responsable d'un certain nombre de décès. Mais ça veut dire que finalement, ce qui, dans le monde, est considéré comme le plus pourvoyeur de mortalité liée à l'alimentation, c'est d'abord principalement une augmentation du sodium, du sel, et c'est ensuite un régime pauvre en variété au quotidien. Et enfin, simplement, un régime en excès de quelques éléments. Mais ça arrive en troisième position. Et vous voyez que typiquement, si je prends les acides gras, on va d'abord me dire que je manque d'acides gras de type oméga 3, ou en tout cas insaturés, avant de me dire que je mange trop d'acides gras saturés. Ce qui nous amène au premier régime qui est favorisé dans le monde médical, qui est le régime méditerranéen. Alors, ce n'est pas tout à fait le régime méditerranéen, c'est le régime crétois. Donc je vous ai mis une jolie photo de la Crète. Et je vous ai mis un magnifique roman sur la Crète que je vous conseille de lire en vacances, c'est magnifique. Et ça vous donne un petit peu l'état d'esprit des gens. Vous êtes un Crétois, donc vous êtes chrétien, en Crète, sur un territoire dominé par une puissance ottomane, qui conserve surtout la maîtrise des ports, des côtes, donc vous êtes plutôt mis sur les montagnes, et par définition, du coup, vu que vous êtes sous domination, vous êtes globalement pauvre. Vous êtes chrétien en terre ottomane, donc vous vous rappelez bien que vous aimez résister, donc un petit verre de vin le soir, ça vous rappelle que quand même on résiste. C'était une blague. Merci, ça fait plaisir, ça m'encourage. Hein. Et puis, du coup, qu'est-ce que vous mangez quand vous êtes pauvre en Crète, à cette époque-là? Ben, vous mangez votre petit lopin de terre, vous faites des céréales, mais vous mixez les céréales pour survivre au gel, etc. Donc des céréales complexes et multiples. Vous avez votre petit potager, donc des fruits et des légumes, et puis des légumineuses. Si vous êtes en Crète, il y a plein de noix partout, donc vous mangez des noix. Il y a plein d'huile d'olive, il y a plein d'oliviers, vous mangez de l'huile d'olive. Et ça vous donne le régime crétois. Et ensuite, vous êtes pauvre, donc vous mangez moins de calories. D'accord? Donc le régime crétois, c'est aussi un régime pauvre en calories. Et puis enfin, votre petite biquette, elle est importante, parce que votre petite biquette, elle vous donne du lait. Donc vous évitez de lui trancher la gorge tous les dimanches, parce que sinon vous perdez votre accès au lait, et donc du coup vous mangez peu de viande rouge. Autre élément de cadrage, qui est beaucoup moins rigolo, c'est que dans les personnes que vous avez en face de vous, et qui vont vous parler nutrition, moi je vais vous parler un petit peu d'un groupe de population qu'on a en face de moi et qui me parle de nutrition toute la journée, et qui a essayé à peu près tous les régimes de la Terre. C'est une population qui vient pour pré-chirurgie bariatrique, donc chirurgie de l'obésité au CHU de Montpellier. Eh bien, sur cette population qui vient pour une chirurgie de l'obésité à Montpellier, on a, chez les femmes, 40%, 41% d'antécédents d'agression sexuelle au sens large, hein, de l'attouchement au maximum le viol. C'est 4 fois la prévalence en population générale. Vous avez bien sûr, avec le package, les violences intrafamiliales, les violences tout court, etc. Donc vous avez des gens en face de vous qui ont été abîmés par la vie et qui ont eu des atteintes sur des éléments intimes. Et ça, c'est un élément extrêmement important, parce que l'intimité, c'est pas très très loin de l'estomac et du ventre. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se parler là-dessus, et quand vous avez besoin d'oublier un trauma ancien qui n'est pas complètement géré encore d'un point de vue émotionnel et pour cause, eh bien, vous allez réutiliser tous les éléments que je vous ai donnés avant, c'est-à-dire nécessairement le gras et le sucré, ou alors vous allez vous mettre en système de restriction pour essayer de tenir, mais le problème c'est que tenir alors que vous avez ce trauma-là en ancien, juste derrière vous, eh bien c'est très difficile, et donc à un moment donné vous allez lâcher, et vous allez vous dire que vous êtes nul, et donc vous allez encore avoir une atteinte de l'estime de vous-même, déjà que l'estime de vous-même, elle est connue quand même pour être sacrément altérée quand vous avez eu ce type d'antécédent. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Donc comme vous avez une mauvaise estime de vous-même, vous allez repartir sur de l'alimentation grasse et sucrée, pour laquelle, je vous l'ai redit, vous-même, vous le faites dans cette situation. Ceci nous amène à une dernière notion un petit peu générale, sur laquelle je me suis un petit peu étendu, qui est que, je vais m'étendre un petit peu, qui est que la problématique qui est sous-jacente pour le soignant, c'est qu'il faut faire attention quand la personne va commencer à réfléchir à ces éléments-là,
que ça va commencer à tourner un petit peu dans sa tête. Le risque principal, premier, et le plus important parce que c'est un risque qui conduit à une augmentation de la mortalité de manière franche, c'est le risque de trouble du comportement alimentaire. Et ça, il faut en connaître un minimum les signes d'alerte et les grands éléments cadres. La première, qui est souvent décrite, c'est la crise de boulimie. Alors qu'est-ce que c'est qu'une crise de boulimie? Pour ça, il y a une définition. C'est une absorption en une période de temps limitée, donc très très faible, 5, 10, 15, 20 minutes maximum, d'une quantité de nourriture largement supérieure à ce que la plupart des gens mangeraient. Et on dit souvent qu'on utilise aussi des aliments que les gens ne mangeraient pas d'habitude. Bon, moi franchement, ce n'est pas un truc que j'ai vu tant que ça. L'élément principal, c'est surtout la très très grande quantité. L'autre élément qui va avec la boulimie et qui différencie du moment un petit peu d'hyperphagie qu'on peut avoir notamment en société, c'est le sentiment de perte de contrôle. Et les gens vous le disent très bien. Je ne me souviens plus de l'épisode. J'ai perdu le contrôle. Ça m'a échappé. Ce sentiment d'échappement et de perte de contrôle, c'est un élément central. Et c'est un élément central aussi sur la conséquence de ça, c'est qu'il va induire une énorme culpabilité sur cet événement-là. La crise de boulimie, attention, ce n'est pas nécessairement la boulimie. La crise de boulimie, vous pouvez tous l'expérimenter une fois, 2 fois. La boulimie, c'est la même chose, la crise de boulimie, mais avec un comportement de compensation, un comportement compensatoire, qui va être, dans la majorité des cas, un vomissement, mais qui peut être aussi un jeûne post-crise, qui peut être une activité physique intense, bref, un élément pour compenser le fait que je culpabilise d'avoir eu ma crise de boulimie. Après, il y a des critères de temps, de rythmicité, et puis la notion d'atteinte à l'estime de soi, et ensuite une notion d'exclusivité par rapport à l'anorexie mentale, mais bon, ça c'est un élément un petit peu médical. Et donc du coup, vous, il faut que vous soyez attentif, et vous pouvez l'être même avec vos amis, etc., sur ce sentiment de perte de contrôle, et puis sur ce comportement compensatoire après manger. Si vous avez un ami comme ça qui va derrière aller vomir aux toilettes, c'est un signe d'alerte, il faut peut-être se mettre en situation de pouvoir l'aider ou l'orienter surtout vers un professionnel qui peut l'aider. À cela, on va mettre un autre élément qui n'est pas la boulimie, parce que la boulimie, c'est très violent. Aller vomir aux toilettes, c'est un élément très violent, et c'est des gens qui souffrent énormément sur ce comportement de purge. C'est l'hyperphagie boulimie, eh bien c'est exactement la même chose, sauf que vous n'avez pas ce comportement de compensation, et donc la conséquence de ça, c'est que grosso modo, la personne avec une boulimie va être de poids globalement normal, et la personne avec l'hyperphagie boulimie va passer rapidement en obésité. Je vous ai mis des statistiques. Alors, c'est des statistiques américaines, il faut y faire attention. Parce que aux États-Unis, les troubles du comportement alimentaire, ils sont toujours majorés par rapport à la France. Néanmoins, ça vous donne un petit peu un ordre d'idée. L'anorexie mentale, chez les femmes, c'est 1% de la population. C'est énorme, 1%. Il n'y a pas beaucoup de maladies qui font 1%. Le diabète, c'est 5. La boulimie, c'est 1,5. L'hyperphagie boulimie, c'est 3,5% de la population. Donc, c'est gigantesque et vous en avez nécessairement dans votre entourage féminin. Chez les hommes, c'est toujours un petit peu moins fort, mais vous voyez quand même que les chiffres ne sont pas complètement nuls. Et en dehors de ça, vous avez cette espèce de nuage bleu ici. Ça ne rentre pas tout à fait dans la définition. Et vous savez qu'en médecine, on adore les définitions. Mais ça ne rentre pas dans la définition, mais on a quand même conscience qu'il y a un petit problème. Ça veut dire aussi que ces gens-là, ils sont en souffrance. Voilà. Autre élément, chez les personnes en situation d'obésité, on considère que l'hyperphagie boulimie, c'est 15 à 25% de la population en situation d'obésité qui demande un traitement. Donc pareil, si vous avez quelqu'un qui est en demande là-dessus, il peut y avoir des alertes là-dessus à faire attention. Alors quelques éléments de repérage, comme ça vous l'aurez sur le diaporama, c'est en fait, vous pouvez poser quelques questions. Votre poids vous inquiète-t-il de manière démesurée, excessive? Pensez-vous avoir un problème avec votre alimentation? Avez-vous des épisodes où vous perdez le contrôle sur votre alimentation? Ces 3 questions, si vous les posez alors que vous accompagnez des gens sur lesquels vous posez des questions, ça vous permet quand même de savoir si vous êtes supérieur ou égal à 2. Bien, est-ce que j'oriente, est-ce que j'oriente pas, est-ce que je propose quelque chose ou pas? Et après, sinon, vous avez plein de questionnaires qui sont développés. Quelques autres, attention, la compulsion n'est pas la boulimie dont je vous ai parlé. Il n'y a pas dans la compulsion de notion de perte de contrôle. Cette notion de perte de contrôle, elle vous donne un petit peu une notion de pathologie. Et puis après, vous avez les grignotages.
qui sont les prises extraprandiales. C'est notre petite façon de manger entre les repas. OK. Enfin, on parle tout souvent de « je me lève pour manger ». Et donc là, quand on s'adresse notamment à des professionnels, il faut surtout un message, faire attention à deux choses. L'hyperphagie nocturne, quand on est travailleur de nuit, ce n'est pas de l'hyperphagie nocturne. C'est du grignotage, c'est de la compulsion, etc., potentiellement, mais ce n'est pas un problème, enfin, ce n'est pas une hyperphagie nocturne qui elle-même est un cadre problématique. L'hyperphagie nocturne, c'est une personne qui travaille de jour, par exemple, et qui va se lever la nuit pour aller manger et descendre le frigo, et qui souvent ne se souvient pas de l'épisode. Il faut faire attention aux termes, parce que derrière, ça enclenche des choses, et ça, les gens vont taper sur Internet, et ils vont voir, ils vont dire « Ah, on m'a traité de fou, on m'a traité de machin, etc. » Donc ça a des conséquences derrière. Vous avez des numéros d'alerte, il ne faut pas hésiter à les utiliser, ou à les donner aux personnes concernées. Maintenant, les régimes. Les régimes, c'est vieux comme le monde, et s'il y a bien un endroit où on parle de régime, c'est notamment dans les livres religieux. Vous prenez tous les livres religieux, toutes les religions, on vous parle d'une structuration de votre alimentation. Et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Alors je passerai sur le côté dire aux gens que boire de l'alcool c'est mauvais. On ne peut pas dire que ce soit le conseil le plus idiot qu'on puisse marquer dans un livre religieux. Ça aussi, c'était une blague, c'était pour mettre un peu d'ambiance. Mais je le dis très sérieusement quand même. L'autre chose, c'est que si par exemple vous donnez de la nutrition halal ou cachère, c'est très intéressant de donner de la nutrition halal ou cachère, parce que comme ça, vous pouvez vous assurer que l'animal qui a été servi a été mis à mort dans de bonnes conditions d'asepsie, contrôlé par quelqu'un qui a le savoir, c'est-à-dire globalement un prêtre, qui étaient les personnes qui faisaient le plus d'études auparavant. Et je rappelle que l'université de Montpellier, c'était une université de théologie au XIIIe siècle, donc c'est le savant. Et puis même si dans le cachère, vous imposez le fait d'utiliser de la vaisselle cachère, comme ça vous maîtrisez absolument tout le circuit de la nutrition et de l'aliment, jusqu'à l'assiette de la personne, et comme ça vous limitez les risques d'infection, d'empoisonnement, ce qui n'était peut-être pas complètement idiot au Moyen-Âge, dans une population que la moitié de la planète avait envie d'empoisonner. Et puis, et finalement, c'est ce que nous faisons avec la traçabilité sanitaire. Donc le régime alimentaire, d'un point de vue religieux, il ne repose pas uniquement sur un élément strictement d'appartenance, il repose aussi sur des éléments de sanitaire, de construction et de volonté que les co-religionnaires soient en bonne santé. Après, deuxième étape, si vous mettez une conception religieuse dans l'alimentation, nécessairement vous créez votre sentiment d'appartenance. Et ça, c'est l'élément principal, c'est un élément central dans le régime, c'est que si dans un régime vous niez le sentiment d'appartenance qui est lié à ce régime, alors vous n'avez pas compris quelle était la place du régime dans la personne. Si vous êtes végane, vous faites partie du groupe des véganes d'une manière ou d'une autre. Alors, je vous donne quelques références. Ici, vous avez par exemple une très bonne référence du New England qui est récente. Le New England, c'est peut-être un des meilleurs journaux, enfin c'est un des meilleurs journaux de médecine, qui a fait un peu le point sur différents régimes, et qui a notamment fait le point sur qu'est-ce qui était présent de manière plus ou moins importante dans différents régimes. Ok. Maintenant, je vais vous en prendre quelques-uns qui sont un peu, on va dire, médiatiques. Le régime paléolithique. Le régime paléolithique, il repose sur un élément, c'est qu'à l'époque, les chasseurs-cueilleurs mangeaient plus de protéines qu'aujourd'hui, et aujourd'hui on mange plus de céréales. Et bien très bien, du coup je vais basculer sur le régime riche en protéines. Est-ce que ça a un intérêt ? Eh bien oui, ça fait perdre du poids, des centimètres de tour de taille. Oui, ça augmente un petit peu, ça diminue un petit peu les triglycérides. Ok. Oui, ça diminue un petit peu la tension artérielle, enfin un des éléments de la pression artérielle. Et non, ça améliore pas franchement le sucre. L'idée, c'est que si vous avez le petit losange ici qui est là, qui ne passe pas la barre du 0 et qui est à gauche, c'est que c'est en faveur du régime. Okay ? Donc si là, ici, ça traverse, c'est que ce n'est pas en faveur, vous ne pouvez pas conclure d'un point de vue scientifique. Le problème de votre régime paléolithique, c'est que ça, il faut le tenir dans le temps. Et puis, manger beaucoup de protéines, ça a une conséquence. Moi, ma femme, elle est néphrologue. Néphrologue, une des premières pathologies au niveau néphrologue, ils leur disent attention à l'excès de protéines. Et on mange trop de protéines, c'est toxique pour le rein. Hein, c'est un des premiers éléments. Et puis après, elle essaye de discuter avec eux, de savoir comment est-ce qu'on maintient les protéines pour faire du muscle, mais en même temps pas trop en manger.
Donc attention au régime paléolithique, c'est compliqué. Enfin, il faut faire attention sur ses conséquences. Mais néanmoins, effectivement, si on me dit est-ce que ça a des côtés positifs, je ne peux pas le nier et il ne faut pas le nier non plus complètement. Un autre régime intéressant, c'est un régime qui a été construit par des médecins, le DASH. Alors le DASH, l'avantage, c'est qu'il a été fait pour l'hypertension. En quoi il consiste? Je ne vous l'ai pas mis là. Si, voilà, riche en fruits, riche en graisse, pauvre en graisse, pardon, évidemment, pauvre surtout en graisse saturée, et surtout riche en fibres et en protéines. Alors, c'est pas si, non, si, ça vous dit comment est-ce qu'il a été évalué, mais grosso modo, vous voyez que les preuves ne sont pas extraordinaires, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'éléments qui sont démontrés sur la pression artérielle systolique, sur le LDL cholestérol, etc., mais on ne peut pas dire que l'effet soit absolument massif en termes de propositions. Si vous aviez un traitement qui vous proposait ce type de protection, il est très peu probable qu'il serait remboursé. Maintenant, allez faire le régime DASH toute la journée de votre vie. Sachant qu'en plus, quand vous êtes médecin, vous avez toujours quelqu'un qui vous dit « Mais docteur, prescrivez-moi un régime. » Alors moi, je peux faire un menu. Hein. Alors, je ne suis pas très bon en cuisine, donc déjà, je vais avoir ce problème-là. Ok, mais je peux essayer de trouver des trucs. Mais allez fournir 3 repas par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par an, et évitez de tourner autour de 4 trucs. C'est beaucoup plus compliqué, donc les gens, il est impossible de proposer une diversité alimentaire. Donc nécessairement, les gens qui sont dans ces études-là, les études DASH, grosso modo, leur alimentation, elle tourne autour de 10 plats. Et donc à partir de là, vous avez un avis de l'ANSES qui va essayer de parler un petit peu de tout ça. Cet avis de l'ANSES, il est complet, parce que, premièrement, il fait le point sur une quarantaine de régimes, et il regarde en rouge ce qui est en déficit, en jaune ce qui est en excès, et vous voyez que grosso modo, sur tous les régimes, vous avez des excès ou des déficits dans les apports alimentaires, divers et variés, que ce soit les régimes à destination de l'homme ou à destination de la femme. Le régime sans gluten. Alors le problème, c'est que je me suis rendu compte dans la vision du diapositive tout à l'heure que la diapositive avait sauté, donc je n'ai pas l'étude qui montre qu'il n'y a pas vraiment d'effet du régime sans gluten. Le régime sans gluten, il est indispensable pour les personnes qui ne savent pas le métaboliser, qui ont une maladie cœliaque. Le problème, c'est que quand vous le prenez, même si vous avez une maladie cœliaque, c'est que nécessairement, encore une fois, vous allez réduire votre alimentation. Moi, j'ai une amie qui a une maladie cœliaque. Quand vous l'invitez pour un apéro, soit vous avez fait attention et donc vous-même, vous avez réduit la diversité de ce que vous mettez sur la table, soit elle ne mange rien. Voilà, tout simplement. Et le nombre de fois où on a fait des congrès ou des colloques et où on s'est rendu compte qu'on l'avait oublié, qu'elle avait une maladie cœliaque, et où elle se retrouve à manger 2 trucs, sans plus. Donc, régime restrictif. Et résultat des courses, vous manquez d'un certain nombre d'aliments, de nutriments, mais vu que vous n'avez pas ces éléments-là, vous allez essayer de chercher vers des compensations, vers les quelques trucs que vous avez, et donc dans les faits, vu qu'en plus c'est toujours pareil, vous allez surconsommer ces aliments-là. La problématique, c'est que souvent les gens vous disent « je suis intolérant au gluten », et notamment ils vous disent « je suis un peu ballonné ». La problématique principale, c'est qu'en fait les gens ne sont souvent pas intolérants au gluten, ils sont souvent beaucoup plus intolérants à ce qu'on appelle les FODMAPs, c'est-à-dire tous ces sucres qui vont fermenter. Donc vous avez tous mangé des haricots blancs une fois dans votre vie, et vous avez tous fait une blague en société sur quand vous partagiez un logement collectif avec les haricots blancs qui étaient proposés à table, donc vous voyez à peu près de quoi je parle. Le problème, c'est que les régimes FODMAPs, si vous voulez le faire correctement, c'est que vous avez un problème de pullulation et de macération de ces éléments-là. Donc s'il faut le faire, il faut essayer d'enlever d'abord tous les aliments à risque de macération. Et donc, l'idée, si vous voulez bien le faire, c'est qu'il faut que vous fassiez 4 semaines où vous éliminez toute la liste. La liste, je vous l'ai mise ici. Et vous verrez qu'elle est longue. Au bout de 4 semaines, si ça vous a amélioré, c'est que c'est peut-être ça. Si ça ne vous a pas amélioré, c'est que ce n'est pas ça. Il faut passer à autre chose. Et il faut vous le dire. Mais si c'est ça, vous n'allez pas rester avec les 4 aliments qui vous restent, qui sont proposés là-dedans. Non, vous allez réintroduire les aliments un par un, et de manière progressive. Et vous allez essayer de réélargir votre alimentation
semaine après semaine, pour essayer de retrouver simplement les quelques aliments qui vous embêtent le plus. Vous n'arriverez pas à ne plus être embêté du tout, mais la question c'est de vous embêter le moins. Problématique de cette histoire, pendant toute cette période-là, vous n'avez pas intérêt à être dénutri au départ, parce que vous allez être extrêmement carencé en beaucoup de choses. Donc il faut le faire alors que vous êtes sain. Le problème, c'est que vous le faites alors que vous êtes sain, mais en même temps, enfin vous devriez le faire alors que vous êtes sain, mais en même temps vous êtes embêté particulièrement quand vous avez des problèmes de santé à côté, et typiquement les personnes qui le font sont beaucoup les personnes avec des maladies de Crohn ou des maladies de rectocolite hémorragique, j'y reviendrai juste après. Donc il faut faire attention à cette restriction-là, et puis ensuite, derrière, c'est extrêmement contraignant. Grosso modo, vous n'invitez pas d'amis à manger pendant cette période-là. Ensuite, est-ce que ça marche? Donc là, ici, vous avez les personnes avec la rectocolite hémorragique, et là, ici, les personnes avec les maladies de Crohn, et puis là, ici, hop, là, ici, tout le monde ensemble. Eh bien, déjà, la première partie, c'est que ça ne marche pas sur les éléments de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique, d'un point de vue scientifique. Les marqueurs de ces deux maladies-là ne sont pas modifiés par ce régime-là. Alors je pourrais m'arrêter là, ou je pourrais être un petit peu plus honnête. Si je vais un petit peu plus loin, par contre, j'ai des selles, hop là, où est-ce qu'on est? Ici. J'ai des jours de douleur qui sont un peu moins importants. Et puis, je ne sais plus où c'est, vous avez le fait que vous alliez à la selle qui diminue et qui est beaucoup plus en rapport avec votre besoin réel. Enfin, vous êtes plus satisfait par le nombre de selles que vous faites par jour. Bon, alors je peux être médecin un peu idiot et dire ça n'a pas marché. Je peux aussi m'intéresser à la personne qui est en face de moi et me dire que si vous avez moins de jours avec des douleurs et que quand vous allez aux toilettes ça se passe bien, c'est peut-être déjà ça de gagner. Et donc c'est ça toute la difficulté, c'est-à-dire que pour nous, on a des critères durs de jugement qui sont souvent négatifs quand on fait les études. Après, il faut savoir écouter les gens et se poser la question. Donc il n'y a pas de réalité qui soit propre. Autre élément qui est très médiatique, c'est la chrononutrition. Alors la chrononutrition, vous en avez plein de formes différentes. Vous pouvez soit faire des 5 jours de jeûne, 2 jours de nourriture, soit 5 jours de nourriture, 2 jours de jeûne, soit faire pratiquement toute la journée de jeûne, enfin 12 heures ou 16 heures de jeûne dans la journée. Alors, est-ce que ça marche? Eh bien, ça c'est un gros tableau qui fait très peur, mais pour dire que grosso modo, vous voyez NSD, 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 NSD. Grosso modo, je ne peux pas conclure. J'ai un petit peu de perte de poids là par ici. Tac, tac, tac. Mais vous voyez, 5-7%, si vous comparez à la chirurgie de l'obésité ou au nouveau traitement de l'obésité, c'est pas grand-chose. Mais finalement, si vous regardez sur tous les éléments métaboliques, vous n'avez pas grand-chose. Et puis ça continue, hein. Vous en avez des régimes, des études qui en ont fait là-dessus. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui ressort. Donc, après, ce sont des études qui continuent à être proposées, et nous-mêmes, dans le service, on va rentrer dans des études pour essayer de continuer à savoir si cette chrononutrition, elle est intéressante. Bon, pour vous dire qu'il y en avait. Hein. Donc ça, c'est la synthèse, et c'est ce que je vous ai dit. Mais vous en connaissez un de régime de chrononutrition, c'est le ramadan. Donc la question, c'est, si quelqu'un vous dit « je fais le ramadan pour des questions de santé », vous pouvez vous dire, au minimum, la littérature ne peut pas me dire grand-chose sur le fait de jeûner la journée, est-ce que c'est positif ou pas, je n'ai pas d'éléments très importants pour vous donner. Et encore, je ne sais pas complètement. Mais c'est là qu'il faut se poser une autre question, et je reviens sur cette grande idée-là, de dire pourquoi est-ce que je fais mon régime? Pourquoi est-ce que vous faites ramadan? Qu'est-ce que ça vous donne dans le ramadan? Moi j'ai plein de patients qui sont en obésité, quand ils font ramadan et qui se retrouvent dans leur circuit familial, social, de structuration, qui correspondent à leurs valeurs, qui correspondent à « oui, je rentre dans un environnement social, dans un environnement religieux dans lequel je m'épanouis et dans lequel je souhaite être mis en place, sur des éléments qui sont du positif », et bien à ce moment-là, oui, je me sens bien, et ce sont des gens qui finalement souvent perdent du poids pendant le ramadan et améliorent leurs différents éléments. Après, si vous le vivez uniquement comme une contrainte, « ah là là, mince, je vais avoir les beaux-parents à manger tous les soirs pendant un mois, et il va falloir que je leur fasse la cuisine tous les soirs ».
Alors là, c'est sûr que vous ne vivez pas le même ramadan. Et là, par contre, vous allez le vivre comme une contrainte. Et là, par contre, quand c'est arrive la rupture du jeûne, vous allez partir sur la nutrition émotionnelle, etc., etc., etc. Et potentiellement, vous allez prendre du poids, et potentiellement, vous allez effectivement partir sur du gras et du sucré. Donc typiquement, le ramadan, c'est un bon exemple. Si vous le prenez d'un point de vue de votre présence intérieure, sociale, bien construite, c'est extrêmement positif. Et très probablement que si on faisait des études, on montrerait des améliorations sur votre santé. Si vous le prenez sur un élément uniquement sur la contrainte, là par contre, il est très probablement que si on faisait des études, on montrerait que c'est négatif. Encore une fois, comment est-ce que j'aborde la question? Alors le véganisme. Le véganisme, le premier élément, c'est que le véganisme, contrairement à ce qu'on dit souvent, ne correspond pas à l'état primitif de l'être humain. Ça ne correspond pas à l'alimentation du chasseur-cueilleur que nous étions 95% du temps de notre évolution. Ça correspond aux travailleurs des champs qui se fixent dans une zone climatique donnée à faire certains types d'agriculture et qui est dépendant, d'ailleurs, à l'époque, des conditions climatiques. Néanmoins, on peut parfaitement avoir une alimentation saine et variée avec le véganisme. Il faut avoir juste quelques notions. La première chose, il n'y a pas de vitamine B12 autre part que dans le monde animal. Vous ne pouvez pas trouver de vitamine B12 en dehors du monde animal, sauf dans quelques éléments à fermentation, mais en dose infinitésimale. Typiquement dans la bière, vous en avez. Alors si vous voulez avoir votre dose de vitamine B12 avec la bière, vous allez avoir d'autres problèmes, mais vous serez toujours vegan. Ensuite, et ça, les anciens le savaient, il n'y a dans la 99% en dehors du soja, grosso modo, des végétaux, il n'y a pas tous les acides aminés. Donc les acides aminés, ce sont les entités qui composent les protéines. Vous avez besoin de l'ensemble de l'alphabet des acides aminés pour construire vos protéines. S'il vous manque une lettre, vous ne pouvez pas écrire votre bouquin, c'est pareil pour vos protéines. Vous ne pouvez pas écrire vos protéines s'il vous manque une lettre. Donc il n'y a pas tous les acides aminés dans tous les végétaux. Et donc vous devez mixer les végétaux pour arriver à une alimentation. Et si vous prenez dans votre sphère culturelle les plats végétariens traditionnels, vous verrez que dans 100% des cas, le vrai plat traditionnel végétarien qui est censé tenir l'estomac, pas celui qui fait l'entrée et le dessert, c'est un plat qui cumule légumineuses et céréales. C'est dans toutes les cultures pareilles. Et ça correspond à ça. Et enfin, vous avez des risques importants de carence, en fer bien sûr, puisque l'alimentation viande rouge, c'est la principale source de fer, en vitamine B3, en iode, en zinc, en calcium, potassium, ce qui ne veut pas dire que cette carence est obligatoire, ça veut dire que c'est un risque de carence. Mais sous-entendu, par exemple, si vous prenez la culture indienne qui est végétarienne depuis des centaines d'années, ils ont construit une structuration sociale qui permet de compenser ces carences en dehors d'événements ou de grande pauvreté. Eh bien, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous improviser vegan. Vous devez construire une alimentation qui soit en conséquence. Enfin, quelques éléments de conclusion. Quand nous abordons une personne pour la nutrition, et qui plus est pour une notion d'obésité, puisque ça reste le cœur de mon métier, on réfléchit toujours d'abord comment se porte la personne sur son moral. En deuxième, comment est-ce qu'elle se porte sur l'activité physique? Est-ce qu'elle arrive à se mouvoir, à faire les choses, etc. Ensuite, est-ce qu'elle arrive à bien dormir? Apnée du sommeil, est-ce que je cogite, etc., etc. Si vous n'avez pas ces trois éléments, vous ne pouvez pas parler du quatrième qui est l'alimentation. C'est la dépendance à ces trois autres éléments qui vont vous permettre d'aborder celui-là. Parce que celui-là sera dépendant de tous les autres, et à commencer par celui du moral. Sur l'activité physique, c'est toujours pareil que les régimes, attention au trop vite, trop fort, notamment chez les personnes vivant avec un diabète. Si vous avez peu d'activité physique, vous augmentez votre risque cardiovasculaire. Si vous avez trop d'activité physique, vous augmentez votre inflammation et vous pouvez augmenter votre risque cardiovasculaire. Donc attention aux gens qui vont compenser dans le trop vite, trop fort. Ensuite, votre corps a construit des mécanismes qui vous renseignent. Ces mécanismes, ils existent en vous, ils ont été sélectionnés par l'évolution. Ces mécanismes, ça s'appelle la faim et ça s'appelle la satiété. La faim,
elle mérite une petite définition. La sensation de creux ou de petite douleur au niveau du creux de l'estomac, ce n'est pas l'envie. Et la satiété, ce n'est pas la sensation de remplissage. Ça, c'est une sensation de douleur, c'est médié par des fibres de la douleur. La satiété, c'est la disparition de cette sensation de faim. Donc la satiété, c'est une disparition et non pas véritablement une sensation. Donc si en parallèle, vous avez d'autres problématiques, par exemple une anxiété, par exemple une douleur, eh bien vous n'allez plus pouvoir porter attention à cette satiété. Et il faut savoir que les gens ne pourront pas porter attention à cette satiété. Et je pense notamment à toutes les personnes qui expérimentent de la douleur en permanence, lancinante, eh bien, elles vont avoir un énorme problème à avoir ces sensations de faim et de satiété. Meilleur exemple, si vous êtes en période de stress, très gros stress, etc., sur un très très gros stress, ou après un accident de voiture, etc., souvent vous n'avez pas faim, en fait, parce que tous ces autres éléments prennent le pas sur ces sensations-là. Enfin, et je finirai sur ces 2 diapositives, je vous rappelle quand même que la nutrition, c'est ça, surtout chez nous, mais en fait partout dans le monde, et qu'il ne faut jamais nier à une personne son droit au banquet, son droit à la vie sociale et son droit à prendre plaisir à être avec les autres et à partager ce moment-là de société. Et si vous avez l'impression que quelqu'un est en train de se priver de ce moment-là de banquet, eh bien, ça peut être un élément pour agir et pour se dire « qu'est-ce que je peux faire pour l'aider ?» Mais ce droit au plaisir, au banquet, à la vie sociale, c'est un droit inaliénable, que vous y mettiez de la cervoise et du sanglier ou pas. Un petit conseil de lecture sur les éléments que je vous ai donnés, c'est un très bon élément qui prend beaucoup d'exemples. Alors parfois, c'est des histoires de vie qui sont dures à lire dans ce qu'elles racontent, mais en tout cas, c'est vraiment un livre un peu référence. Quand le docteur Zermati fait des conférences, il faut souvent venir à la conférence précédente pour essayer d'avoir une place. Et enfin, vous dire que pour revenir sur cette notion-là que j'avais introduite, qui est de dire qu'il ne faut pas oublier que dans tout ce qui sous-entend la question des régimes, vous avez la question de la norme sociale de la maigreur, eh bien on peut tous aussi travailler sur la question de la norme sociale. Je vous ai mis une de elle avec une mannequin en situation d'obésité, mais si on arrive à rappeler qu'un corps en chair, en obésité, peut être beau, eh bien on arrivera peut-être à travailler un petit peu sur comment est-ce que les gens se représentent et qu'est-ce que les gens vont chercher dans leur alimentation. Voilà, je vous remercie. Micro, parce qu'on a qu'un qui marche. Merci beaucoup pour ces éléments. Voilà, c'est vraiment intéressant d'avoir cette perspective voilà, globale. Et puis, c'est une finesse, mais sans doute due à la pratique. Et donc, c'est vraiment intéressant. On va prendre des questions. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà, tout de suite. Je te laisse. Et puis, merci. Bonjour, merci Bonjour. pour cette conférence qui est vraiment très intéressante et qui aborde le problème tout autrement ce qu'on voit partout. Je voudrais vous poser la question concernant l'obésité provoquée par les traitements neuro, tout particulièrement la kétiapine. Oui. Et comment faire une fois les traitements ont été arrêtés pour pouvoir revenir, si c'est possible, à la situation préalable. Alors, si vous avez la réponse, je la veux bien. Donc ça, c'est la réponse courte. La réponse un petit peu plus longue, c'est qu'effectivement, il ne faut pas nier qu'un certain nombre de traitements psychiatriques conduisent à des prises de poids. Si vous rajoutez à ça le fait qu'au moment où vous avez pris ces traitements, eh bien, c'est globalement que vous n'alliez pas bien, parce que sinon, c'est une mauvaise indication. Hein. Donc, vous rajoutez le fait que vous ayez le mal-être qui va avec, et ce traitement-là, ce n'est pas que le mal-être. Le traitement augmente la sensation de faim. Voilà. Cette prise de poids, elle est très souvent sur les 6 à 12 premiers mois de la prise du médicament. Après, globalement, ça fait normalement, en population, hein, pas pour chacune des personnes, un effet plateau. Et la question de comment est-ce qu'on arrive à réduire est très difficile. La chirurgie de l'obésité est souvent une mauvaise réponse parce que la chirurgie de l'obésité demande une grande stabilité dans l'humeur parce que ce n'est pas une baguette magique et qu'on a une augmentation des prises de toxiques et de suicides post-chirurgie bariatrique qui est décrite dans toutes les populations, dans toutes les cohortes. Il y a la question des nouveaux traitements de l'obésité, et typiquement, même ma chef de service, elle essaye de faire un protocole sur traitement de l'obésité. Alors, son protocole, c'est traitement de l'obésité à l'initiation du traitement, et voir est-ce que ça prévient cette prise de poids.
Et deuxièmement, traitement de l'obésité, potentiellement derrière. Là, on revient à un autre élément, c'est que pour la sécurité sociale, l'obésité n'est toujours pas une maladie, et donc ces traitements-là ne sont, à l'heure d'aujourd'hui, pas remboursés. Voilà. Mais en dehors du problème économique, etc., est-ce qu'il est possible de revenir, puisqu'un trouble métabolique peut être d'origine centrale, à la situation préalable? Parce que ça, c'est extrêmement difficile, c'est une charge à laquelle on essaye de se mettre, mais c'est là que je dis, si vous avez la réponse, je la veux bien. C'est-à-dire que c'est l'objet de mes consultations au quotidien, et il y a des personnes chez lesquelles on arrive à travailler, d'autres sur lesquelles c'est beaucoup plus difficile, on essaye de retrouver des équilibres. Si vous avez des obésités qui sont anciennes, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est une situation complexe. C'est pour ça que la question de la prévention se pose en amont, et puis sur l'aval, c'est des consultations, c'est du travail sur l'activité physique, la régulation de l'humeur, etc. Donc c'est des petits machins qui essayent de se mettre bout à bout pour essayer d'obtenir quelque chose. Mais il n'y a pas de réponse claire à vous donner parce qu'il n'y a pas de baguette magique pour ce truc-là. D'accord. Enfin, aux États-Unis, une de plainte, parce qu'ils sont très branchés sur ça d'ailleurs, pourquoi pas, concerne effectivement la prise de poids dans les traitements. C'est un effet secondaire important. Après, c'est un effet secondaire qui est sur la notice, hein, donc je ne pense pas qu'il puisse se retourner contre le laboratoire. Ah si, quand même. Ouais. En tout cas, contre l'indication. Ah oui, contre l'indication peut-être. Voilà. Ouais. Après, laboratoire. Merci pour la conférence. Et j'avais une petite question concernant les régimes sans gluten. Ouais. Vous disiez que les ballonnements, en fait, c'était pas forcément dû au gluten, mais au FODMAPs, et que c'était un problème de macération. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est les FODMAPs, parce que je ne connais pas. C'est des sucres complexes qui macèrent, tout simplement, et qui font des gaz. Voilà. Ok. Mais c'est pas de l'amidon, c'est d'autres... Enfin, c'est des... Ça peut être de l'amidon, mais c'est des sucres complexes. Attendez, je vous ai mis le truc là. Mais c'est dans tout un tas de choses. Vous les avez bien sûr dans les haricots blancs, par exemple. Et après, c'est une liste à la Prévert, hein, le truc. Hein, donc, dans tout ce qui vous ballonne, en fait. Hein. C'est grosso modo tout ce qui vous ballonne. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui peut donner... tout ce qui fermente. Merci pour votre conférence. J'ai été un petit peu étonnée dans vos commentaires sur la durée du régime et ses effets. Ouais. J'ai fait une polyarthrite rhumatoïde il y a 1 an. Ouais. J'ai suivi le régime signalé, professeur de Montpellier. Et en fait, lui, il préconise un régime pendant 6 mois qui retire de l'alimentation le gluten, le maïs et les produits laitiers. Il y a beaucoup de méta-analyses d'ailleurs qui disent que c'est un régime très difficile à suivre, etc. etc. Ce qui n'est pas vrai lorsqu'on s'intéresse un petit peu à la cuisine. Je pense que aider les gens à suivre un régime, c'est aussi les aider au niveau culinaire. Vous dites que vous ne connaissez pas grand-chose à la cuisine. Je trouve ça un petit peu dommage parce que j'ai appris en 2 mois à changer radicalement ma manière de cuisiner, d'inviter des gens, de leur faire des repas tout à fait délicieux avec plus de 4 ingrédients, comme vous le disiez, mais c'est sans aucun problème. Donc je me suis tirée de cette polyarthrite rhumatoïde sans aucun médicament, ni cortisone, ni quoi que ce soit. Et je suis extrêmement surprise de voir que ce régime, en fait, n'est ni connu, ni recommandé. Donc ce que je dis simplement, c'est que est-ce que ce ne serait pas intéressant de faire connaître, de tenter un petit peu plus ce type de régime, parce que ça peut éviter des maladies qui durent pendant 10 ans, 15 ans. Bon, peut-être que je suis un bon sujet, j'ai bien réagi aussi, je suis tout à fait d'accord. Mais je trouve qu'on n'insiste pas assez, d'autant que les méta-analyses indiquent, comme vous l'avez dit dans votre intervention, que ce régime étant extrêmement difficile à suivre a priori, ce qui, de mon point de vue, n'est pas vrai, mais qui évince ce régime qui, à mon avis, pourrait être extrêmement bénéfique puisque c'est une maladie très courante. Alors, je vais vous répondre sur différents points. Premièrement, donc les manquements que l'on a dans sa pratique, il faut les connaître, et je pense que c'est important de connaître ces manquements personnels, et je vous les ai exprimés. Deuxièmement, il faut faire attention aux missions de chacun. Moi, je suis médecin. Je ne suis pas diététicien, je ne suis pas cuisinier.
c'est peut-être un problème, mais chacun sa mission. Et en l'occurrence, les gens ne doivent pas venir me voir pour avoir une consultation diététique. Ils doivent aller voir un professionnel formé à cet effet, qui est un diététicien ou une diététicienne, et qui sera bien plus compétent que moi, pas que sur la notion de la connaissance des aliments, enfin la connaissance des plats, etc. L'autre élément, c'est que même si j'étais grand chef cuisinier, je serais mauvais en cuisine. Parce que moi, ma patientèle, ça va être une population ethniquement marquée d'une manière ou d'une autre. Je vais avoir l'Aveyronais, je vais avoir la mère de famille issue du Maghreb, je vais avoir le monsieur qui vit dans sa caravane au milieu d'un champ, caravane gitane, et ces éléments-là sont marqués sur leur alimentation et sur leur mode de vie. Et donc à partir de là, si j'étais chef étoilé avec une nutrition très française ou très marquée d'une autre culture, je ne pourrais pas me mettre à la place de cette personne-là telle qu'elle se vit dans son régime, dans son environnement culturel. Je n'ai pas envie de dire ethnique parce que ça réveille beaucoup de choses, mais on va se dire son environnement culturel. Et donc ça, c'est un élément central, c'est qu'il faut faire très attention dans les conseils qu'on donne sur la nutrition, c'est qu'on s'adresse à une diversité de personnes pour lesquelles leur environnement social reste primordial. Le deuxième élément, c'est que, déjà je ne pouvais pas tous les faire, le deuxième, ça c'est un élément important, c'est que s'il y a bien une méta-analyse qui est constante sur les régimes, c'est que tous les régimes, et j'ai bien dit tous les régimes, conduisent à une augmentation de la prise de poids. Dans toutes les méta-analyses. Pour une raison très simple, c'est que les gens, en population, et pas en individualité, et c'est pour ça que je n'enlève pas votre expérience, hein. Mais votre expérience, elle est très importante, et c'est une belle réussite. Mais les gens en population ne tiennent pas les régimes, pour une raison qui est que, de la même façon, on ne tient pas une activité physique intense, etc. etc. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai assisté à un truc, c'était pour savoir apprendre à faire une conférence, un machin, et puis il fallait se pitcher en quelques minutes. On m'a demandé d'apprendre à faire du tennis. C'était une pro de tennis qui me faisait le truc de tennis. Elle m'a appris à faire le tennis. Elle avait oublié un truc, je déteste le tennis. Donc tout ce qu'elle m'a dit, c'était probablement très pertinent. Mais déjà, premièrement, je ne suis pas pro de tennis, et j'aurais très probablement pas obtenu les mêmes résultats que elle, qui est une pro de tennis. Et deuxièmement, j'aime pas le tennis. Donc j'aurais pas fait le truc. Et ça, c'est un peu la même chose sur les régimes, c'est-à-dire que dans ce que vous proposez, à partir du moment où ça va demander des modifications substantielles de la construction de l'alimentation, vous allez vous confronter au « j'aime pas le tennis et de toute façon je serai moins bon » dans les faits. Enfin, et donc les gens lâchent. Et quand les gens lâchent, systématiquement, ils vont prendre un petit peu plus de poids pour plusieurs raisons. Premièrement parce qu'ils compensent sur l'effet positif en interne. Deuxièmement, parce qu'ils ont souvent perdu un petit peu de poids et donc du coup ils ont baissé leur métabolisme de base et donc ils vont reprendre tout de suite en stockage. Et enfin, ils vont baisser leur masse musculaire et donc du coup, encore une fois, ils prennent d'autant plus. Cette donnée de méta-analyse en population ne doit pas enlever les expériences individuelles réussies. Voilà. Donc ça, c'est un élément important sur lequel on se fait. Et malheureusement, sur la polyarthrite rhumatoïde, on a un certain nombre d'échappements qui conduisent au fait que les traitements ont encore leur place. Et ce n'est pas du tout une pathologie qui est dans mon spectre, donc je ne veux pas aller plus loin sur la prise en charge stricto sensu. Mais c'est vraiment tout ce dialogue-là entre la réussite individuelle qui est réelle et la réussite collective. Un autre exemple que je donne assez souvent, c'est moi, j'ai adoré les Jeux Olympiques, mais en tant que médecin, j'ai détesté les Jeux Olympiques. Parce qu'on dit à tout le monde, si tu veux, tu peux. Bah non. Non. Non, non. Et tout le monde n'est pas capable de faire les Jeux Olympiques, et ça c'est important de l'avoir dans notre façon d'appréhender ces choses-là, parce que on a pu réussir quelque chose et il ne faut pas nous enlever notre réussite. Ils sont champions olympiques, ils sont champions olympiques. Vous avez réussi le truc, c'est super. Mais par contre, comment est-ce qu'on le met en population? Et ça, c'est mon boulot, de le mettre en population. Voilà. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai deux questions en fait. La première concerne le régime keto dont vous avez très peu parlé. J'aimerais savoir pourquoi il est déconseillé aux personnes diabétiques, notamment le type 1, ce qui me paraît paradoxal.
Et la deuxième question, c'est sur les régimes, les chronorégimes. Sur le 16-8, par exemple, quel est le repas qu'on élimine qui donne les meilleurs résultats, on va dire? Alors, je vais répondre pour la deuxième, parce que c'est plus simple. C'est débattu. Normalement, celui qu'il faut éliminer le plus, c'est le repas du soir dans les études. Néanmoins, le repas le plus simple à éliminer, c'est le repas du petit déjeuner. Puisqu'en fait, quand vous vous levez, la plupart des gens n'ont pas faim en se levant, et pas tous, hein, bien sûr, mais la plupart des gens n'ont pas faim en se levant, et donc du coup, ils arrivent à tenir jusqu'à midi, et donc de midi à 20h le soir, ça fait grosso modo 8 heures, et donc ça leur permet de faire un jeûne de 16 heures. Donc en pratique, la plupart des gens, c'est plus facile de sauter le repas du petit déjeuner, je vous engage à faire l'étude, et encore une fois, attention, la médecine réfléchit en statistique, l'individu, lui, c'est blanc ou noir, hein, donc... et puis derrière, par contre, les études montreraient plutôt que c'est le repas du soir qui serait intéressant à faire sauter, parce que souvent le plus riche, même si en France, le repas du matin pose problème, parce qu'il est très riche en glucides, avec un fort index glycémique, et donc du coup, ce n'est pas les glucides les plus bons, les meilleurs pour la santé. Donc ça, pour la chrononutrition, voilà la réponse. Pour la première partie sur le keto, c'est toujours la même problématique. C'est-à-dire que le patient diabétique, on lui dit souvent que le sucre, c'est le mal. Non, le mal, c'est de ne pas avoir d'insuline. Et de ne pas avoir la bonne dose d'insuline pour la dose de glucides qu'il a ingérée. Donc une personne qui n'ingère pas de glucides est une personne qui va se retrouver en difficulté médicale assez rapidement et en acidocétose. Deuxième chose, aujourd'hui, l'approche pour le diabète, c'est une approche de comment est-ce que je peux faire pour vivre avec le moins de contraintes possible. Donc nous, à mon sens, je suis diabétologue, hein, ce n'est pas de leur parler de régime qui est important. L'important, c'est un petit peu quand même de parler de modulation de l'alimentation, ça bien sûr, mais pas tant que ça, mais surtout de voir comment est-ce que la thérapeutique peut s'adapter au mode de vie de la personne. Donc nous, c'est une approche qui est telle. Après, si quelqu'un vient avec un régime particulier, on s'adapte à celui-là. Moi, j'ai un patient qui fait qu'un repas par jour. Bon, pour son schéma d'insuline, c'est pas top, mais j'essaye de m'adapter à lui parce que j'arriverai pas à le faire changer. Enfin, j'ai déjà essayé, je n'ai pas réussi. Voilà. Donc j'essaye de m'adapter à lui. Donc c'est toujours le prisme du médecin, c'est-à-dire quel est notre objectif? Notre objectif en tant que médecin, c'est d'essayer de permettre aux personnes de vivre leur vie le plus naturellement possible. Donc si derrière, le régime céto leur permet de faire des choses, bon, et qu'ils arrivent avec, le problème, c'est qu'on a trop fortement tendance à dire aux diabétiques de type 1 que le sucre, c'est vraiment le mal absolu, alors que dans l'absolu, ils en ont quand même besoin pour vivre, puisque le principe de l'insuline, c'est de faire entrer le sucre dans les cellules, et donc c'est donc bien la preuve que le sucre est nécessaire pour ces personnes-là. Donc on a arrêté, par exemple, tous les régimes sans sucre. Ah, merci pour c'est ici. Je m'étonne que vous n'ayez pas parlé du tout de microbiote. Est-ce que vous pourriez donner... parce que justement, en parlant de polyarthrite, je suis dans le même cas que madame. Je suis aussi un régime signalé qui marche, qui m'éloigne de la cortisone et des anti-inflammatoires depuis 1 an. Et je pense que la question est justement, se place là, au niveau de l'alimentation pro-inflammatoire et du microbiote peut-être, et pour l'obésité aussi, j'imagine. Alors j'avais un temps contraint, ce qui fait que même dans la préparation, je ne me suis pas rendu compte que je ne parlais pas de microbiote. Après, j'en parle pas aussi parce que la problématique du microbiote, c'est qu'on trouve beaucoup de choses. On ne sait pas tellement tant le manier que ça quand même au quotidien dans les faits. C'est-à-dire que dès que vous commencez à rentrer au-delà de 10 personnes, les propositions sont très rapidement complexes. Mais par contre, il y a quelques évidences. La première, c'est que vous avez des microbiotes qui conduisent à avoir une augmentation de la partie inflammatoire, très clairement. Deuxièmement, un microbiote peu varié est lié à une augmentation des risques de diabète, donc ça va un petit peu avec l'inflammation, et du risque d'obésité. Troisièmement, une modification de votre microbiote peut conduire à des pertes de poids, etc. etc. Après, maintenant, la question suivante, c'est qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme microbiote? Et bien là, j'ai beaucoup plus de mal à répondre. Alors en partie parce que ce n'est pas ma spécialité, hein, c'est plutôt les gastros qui s'intéressent à ce genre de choses, mais néanmoins, même eux ont beaucoup de difficultés à pouvoir proposer des types de microbiotes différents, des espèces de bactéries spécifiques qui permettraient d'eux.
on est quand même encore dans le débroussaillage de ces questions-là, même si on a parfaitement conscience qu'elles sont centrales dans la symptomatologie. Et la modification du régime alimentaire conduit à des modifications de microbiote qui sont elles-mêmes, dans les études, associées à des améliorations de symptomatologie. La meilleure démonstration, c'est l'augmentation d'un régime riche en fibres, qui va conduire à une meilleure diversification du microbiote intestinal et une diminution du stress inflammatoire global. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Et je voulais surtout vous remercier pour la conférence, même si vous vous sentiez frustré je pense que de pas tout dire. Je pense que l'overlap était vraiment très appréciable. C'est pas forcément, c'est peut-être hors champ sans doute, parce que c'est pas un régime restrictif, mais si on considère juste la chrononutrition en tant que telle, autrement dit, est-ce que on peut envisager de conseiller les aliments et les nutriments au bon moment, avec une répartition des index glycémiques à différents moments de la journée? Je pense qu'il y a quand même des études qui montrent que le matin et le soir ne sont pas gérés de la même façon. Ce que les régimes intermittents essayent de rectifier d'ailleurs. Mais si on le savait, si on avait la copie parfaite, on n'aurait pas besoin peut-être de ces alternatives. Oui, c'est un petit peu le pendant de la question de tout à l'heure sur le petit déjeuner versus le dîner. Donc c'est un peu le même élément. Et d'ailleurs, vous avez un élément qui a largement réfléchi sur la question, et j'y reviens, c'est Ramadan. Tout le discours que vous avez dans la société sur quel doit être le meilleur. Alors j'oublie toujours les noms traditionnels alors que je les trouve magnifiques, donc je suis désolé pour les religionnaires, mais le repas du soir, de rupture du jeûne du soir, est souvent beaucoup trop riche. Et le repas du matin, de l'entrée dans le jeûne, juste avant l'entrée dans le jeûne, est souvent beaucoup trop pauvre. Donc, tous les conseils que vous avez sur le ramadan et sur ces deux repas-là correspondent grosso modo à ce qui est dans les faits et vu dans la littérature. Donc, c'est un bon exemple en fait de qu'est-ce qui est donné là-dessus. Voilà. Alors, les compléments alimentaires uniquement en cas de carence, de dénutrition, en précisant que c'est une béquille, en essayant de maintenir au maximum l'alimentation naturelle, commune, et dans certaines situations à risque de malabsorption importante, typiquement quelqu'un qui a fait une chirurgie bariatrique, moi je lui dis c'est supplémentation vitaminique à vie, sauf bonne surprise. Certaines maladies de Crohn, etc., un peu carabinées, etc. aussi, de temps en temps il faut savoir donner du complément alimentaire. Après, on en revient à la question de la diversité de l'alimentation et de comment est-ce qu'on la gère au quotidien. Et on a effectivement une société industrielle qui va avoir une certaine tendance à appauvrir l'alimentation de manière importante. Donc ça, c'est un élément sur lequel il faut savoir informer les gens et savoir les informer. Et dans la discussion, il y a le « je retourne cuisiner » dont vous avez parlé. Je retourne manier les aliments pour pouvoir me les faire à table. Ça permet quand même d'avoir une nouvelle maîtrise de la diversité des nutriments qui sont à l'intérieur. Parce que grosso modo, quand même, dans tout supermarché, vous avez des fruits et légumes, et même si on peut discuter de leur diversité alimentaire en fonction de leur mode de production, quand même, globalement, vous arrivez à trouver vos besoins. Il faut avoir en visuel les États-Unis derrière. Enfin, pour ceux qui sont allés aux États-Unis, regardez un petit peu, pas New York, New York, c'est pas les États-Unis, c'est un espèce de truc, déjà ça vote démocrate, c'est bizarre. Mais dans le Midwest, mais c'est infernal. Enfin, je vais vous raconter une anecdote personnelle. J'avais 16 ans, voyage avec les parents, on se retrouve dans une espèce de ferme dans le Midwest, et j'ai la fille de la maison qui faisait le service et qui me dit « Est-ce que vous voulez une tarte à la myrtille ?» Alors, ils adorent les tartes à la myrtille. Bien sûr, c'est le truc. Est-ce que vous voulez supplément chantilly? Bah évidemment. Prenez pour qui? Elle m'a quand même servi, il y avait ça de chantilly par-dessus. J'ai pas pu le manger, tellement c'est le goût sucré, mais horrible. Et en fait, il y a une explication à ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils rajoutent des édulcorants à haut pouvoir sucrant, etc., dont ils sont devenus complètement dépendants.
Le truc, c'est qu'ils les rajoutent, donc ils appauvrissent en d'autres trucs, parce qu'ils ne vont pas quand même rajouter du sucre à gogo, parce que sinon, effectivement, l'index calorique est beaucoup trop important. Donc ils vont réduire un certain nombre de diversités, ils vont rajouter les édulcorants pour que ça conserve du goût, et comme ils sont dépendants de ces édulcorants, ils vont monter les doses au fur et à mesure, ce qui fait que quand vous arrivez vierge de ce genre de truc, pour vous, c'est immangeable. Mais il faut avoir cette conscience-là, de dire qu'on voit que ce truc-là est quand même derrière, et en France, en Europe, de manière générale, il faut qu'on fasse attention, parce que il faut qu'on retourne à la cuisinière, qu'on fasse nos aliments, qu'on coupe nos oignons, hein, bref, pour essayer d'éviter cet ajout d'édulcorants et de supplémentation qui vont conduire au fait qu'on perde en diversité. Voilà. Donc ça, c'est ma pratique. On va conclure avec une dernière question parce qu'il est déjà 13h40. Merci beaucoup, c'était super. Un petit commentaire, si jamais vous voulez améliorer votre planification de plats ou quoi, vous pouvez demander à ChatGPT, c'est super. Et ensuite, une petite question, parce que pour moi, quand on parle de perte de masse graisseuse ou quoi, et de régime, il y a le foie, la fonction hépatique au centre de tout ça, notamment en termes de rythmicité, de prise de nourriture ou même d'expression de gènes. À quel point est-ce que du coup la fonction hépatique elle rentre dans votre prise en charge et parce qu'en fait du coup on joue sur le foie dans tous ces régimes-là. Alors chrononutrition et foie, nous on va participer à une étude nationale là-dessus. Donc pour vous dire que pour l'instant la littérature n'est pas bien suffisamment importante pour que je puisse donner des vérités qui semblent à peu près raisonnables dans une conférence. La question hépatique, l'avantage c'est que le foie quand même réagit plutôt vite à ces éléments-là. Le meilleur exemple c'est avant une chirurgie bariatrique. Souvent les chirurgiens proposaient des régimes restrictifs une semaine avant l'opération pour faire diminuer la taille du foie pour que le champ opératoire à l'intérieur soit plus facile d'accès. Donc le foie quand même réagit plutôt vite. Mais par contre, effectivement, il y a un travail sur le foie qui est important. La première cause de cirrhose aujourd'hui, c'est plus l'hépatite C, c'est plus l'alcool, c'est la stéatose hépatique, alors qui vient changer le nom. Donc mes collègues gastro-entérologues vont me tuer si je dis NASH, mais bon bref, j'arrive pas à faire entrer la nouvelle nomenclature, mais ça va y arriver. Bref, pour le commun des mortels, c'est le foie gras. Hein, c'est ce que... Donc l'idée, c'est que oui, effectivement, c'est un aliment central, et oui, l'alimentation joue là-dessus, et notamment le travail sur les sucres rapides, le sucrose, etc. etc. Donc voilà. Attendez, juste pour ChatGPT, pour des universitaires, amusez-vous de demander un jour à ChatGPT une référence sur un truc que vous voulez mettre dans votre article. Et après, vous lui demandez, hein, et je veux le DOI, tout ça, c'est très marrant. Puis après, allez chercher le DOI sur Internet, vous allez voir, c'est beaucoup moins drôle. Donc à ne pas utiliser quoi, pour la finalité de vos articles, hein, parce que sinon vous allez vraiment vers de gros ennuis. Donc, je voulais vous remercier encore d'avoir pris le temps pour nous. Hein. Donc, tout a été enregistré, donc vous pouvez évidemment communiquer aussi auprès des personnes qui éventuellement n'ont pas pu venir. Et puis, on est à l'approche des fêtes de Noël, un moment social et convivial. Donc, on va quand même manger pendant les fêtes de Noël, mais en toute conscience. Et je pense que c'était aussi un des messages qui devait passer. Et donc, encore un grand merci à tout le monde, ainsi que pour les organisateurs d'ADVC et Florian. Merci à toutes et tous.